Avant de passer la parole à Alain Petit, deux petits mots. Enfin, d'une part, remercier évidemment, mais elle s'en va, Marie-Elisabeth Sansen pour ce qu'elle a dit. Et elle a presque tout dit. Hein, et donc, nous allons devoir essayer de nous glisser dans les interstices de ce qu'elle a amené. Voilà, ça c'est pour remercier la Marie-Elisabeth pour cet exposé remarquable. Et alors, je suis très très heureux là d'accueillir Alain Petit. Je vais le présenter. Bon, vous le connaissez sans doute puisqu'il est de Clermont-Ferrand, il est philosophe, il est enseignant à l'université ici à Clermont-Ferrand. Mais c'est pas de ça dont je vais parler. Je vais parler de deux petites choses. C'est d'une part le fait que l'année dernière j'ai eu le plaisir, nous avons eu le plaisir de nous rencontrer, de passer un bout de soirée ensemble. C'est quelqu'un de très très passionnant. Donc j'ai un très bon souvenir là de mon premier contact avec lui. Et alors, il se fait qu'aujourd'hui, en déambulant ici dans le hall d'entrée et regardant un peu les livres qui étaient exposés, j'ai vu qu'il a dirigé la publication d'un livre dont j'ai oublié le titre, mais en relisant un peu le quatrième de couverture, ce qui m'a intéressé, c'est que c'était un livre sur les erreurs. C'est bien ça, oui, c'est bien ça. Et les erreurs, il y avait une très belle expression, enfin moi je dirais les erreurs fructueuses, mais c'est peut-être pas celle-là, ou les erreurs enseignantes. Alain va peut-être me dire, lui, quel est l'adjectif qu'ils ont utilisé. Mais je dirais les erreurs instructives. Les erreurs instructives, voilà. Je suis sûr que c'est dans ce sens-là qu'il va nous parler, et donc je suis très heureux de lui céder la parole maintenant. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce colloque, qui est le 13e à présent. 13e. C'est ça. Comme disait Nerval, la 13e revient, c'est toujours la première. Merci à Marie-Elisabeth en particulier. Donc, je prendrai le sujet sous un angle un peu particulier. J'ai intitulé la communication d'aujourd'hui « La transmission prise à revers ». Bon, je n'ai pas l'intention d'assombrir davantage l'atmosphère probable du colloque, mais je voudrais d'abord m'interroger sur le « encore » qui figure dans l'intitulé du colloque lui-même. Pourquoi nous posons-nous la question de transmettre encore? Est-ce à dire que nous n'ayons plus le désir de le faire? Est-ce à dire que nous soyons pris de désespoir à l'idée que ça ne soit plus possible? Que dorénavant ce soit une tâche qui soit devenue écrasante? Ou bien, autre possibilité, est-ce à dire que nous n'ayons plus rien à transmettre et que tout ait été transmis? Tout est dit et l'on vient trop tard, comme disait la Bruyère. Bon. Ou bien encore, sommes-nous dans une sorte de crise de la transmission, ce que je croirais davantage? Oui. Sommes-nous dans une situation d'anomie où la transmission n'irait plus du tout de soi? On en a eu d'ailleurs déjà quelques signes dans les propos qui ont précédé. Qu'est-ce qui a mis en crise la transmission? S'agirait-il d'un phénomène technique, ce qu'il ne faut surtout pas négliger, me semble-t-il? On en avait déjà les signes avant-coureurs dans des réflexions sur les médias, par exemple celle de McLuhan, mais aussi, je pense à Guy Debord, maintenant un peu sous-estimé ou presque disparu, bien qu'il ait eu beaucoup par exemple, sinon de disciples, du moins de compagnons en Belgique, par exemple. Je pense à Van Hegen. Ceux qu'on a appelés les situationnistes, mais Guy Debord est un philosophe. Non des moindres. Je pense aussi à Bataille, qui fait figurer parmi ses inspirations. La transmission a-t-elle été en quelque sorte rendue brutalement obsolète par des considérations techniques? Effacée. Peut-être effacée aussi par son hubris, par son excès d'ambition, et c'est plutôt cela que je voudrais considérer plus particulièrement.
je parle de volontarisme de la transmission, et c'est ce volontarisme que je voudrais examiner, non pas pour évincer tout désir de transmission, mais plutôt pour m'interroger sur ce que pourrait être une façon d'atterrir, comme a dit un philosophe et non des moindres récemment disparu, Bruno Latour, qui a d'ailleurs contribué aussi à l'analyse de cette question, regarder le terrain de la transmission de plus près, plutôt que de renchérir dans une ambition de plus en plus grande, d'autant plus grande qu'elle est souterrainement plus ou moins consciente des limites qu'elle rencontre. Et plus elle rencontre, plus elle fait de la surenchère dans le volontarisme. Bon. Pourquoi est-ce que je parle de volontarisme? Le volontarisme, ça consiste à penser que vouloir transmettre suffira à transmettre. On aura donc un certain nombre d'angles morts de l'analyse. C'est ce que j'appelle la transmission prise à revers. Ces angles morts tiendront à une sorte de négligence, une négligence qui est un trait structurel du volontarisme. Il ne veut pas le savoir. C'est une des définitions de l'inconscient. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'est une des définitions possibles de l'inconscient. Il ne veut pas le savoir. Il ne veut pas savoir ce qui le gêne, ce qui le limite, ce qui l'entrave. Bon. Y a-t-il de l'intransmissible? Commençons par nous poser la question. Le volontarisme serait d'autant plus grand qu'il affronterait alors une tâche qui serait une contradiction dans les termes. Transmettre l'intransmissible, sans savoir que c'est intransmissible, c'est un peu comme Sisyphe qui doit toujours remonter la pente qu'il ne peut que descendre. Bon. Qu'est-ce qui est intransmissible ou qu'est-ce qui pourrait bien être intransmissible? Parce que je ne vais pas me prononcer sur le fait. Du moins pas d'emblée. Alors, distinguons des objets de transmission pour le comprendre. Il faut évidemment faire une analyse plus feuilletée. Qu'avons-nous à transmettre ou que transmettons-nous? Il faudra encore déterminer ce nous, bien entendu. S'il s'agit d'informations, l'intransmissible est un intransmissible limité. Confère les travaux remarquables de Michel Serres dans sa période clermontoise. Il faut quand même lui donner adresser ce salut post-mortem. Les Hermès, les 4 Hermès, en particulier les 2 premiers. Hein. Hermès ou la communication, même le tout premier, qui réfléchit sur ce qu'il en est du bruit de fond, ce qu'il en est du brouillage. Il se fondait sur la théorie de l'information qui avait été élaborée à partir de 1944 aux États-Unis. Bon. Alors, ce n'est pas tellement de cet intransmissible-là que je voudrais maintenant m'enquérir. Outre l'information, et d'ailleurs ce n'est pas tellement de cela que nous voudrions parler dans ce colloque, je pense, il y aurait les normes, ce qui vaut. Ce que l'allemand appelle Wert. Ce qui vaut est-il transmissible? Comme l'est l'information. Il faut évidemment se garder d'une méprise qui consisterait à le croire. Ce qui vaut ne se transmet pas comme se transmet l'information, et c'est alors que l'intransmissible commence à nous guetter. Y a-t-il dans l'entreprise même de transmission de l'intransmissible? Un peu comme un acte qui consisterait à ne pas voir ce qui le rend possible. Ou bien encore, et alors il faut s'interroger sur la temporalité de la transmission. L'écart temporel, s'il existe, entre 2 générations, ou plusieurs générations. Alors, je sais bien que cet écart passe pour existant et pour important, mais la philosophie nous apprend qu'on ne prend pas ces choses pour allant de soi. Donc, pourquoi n'y aurait-il pas contemporanéité entre différentes générations?
Après tout, vous parliez de loi tout à l'heure. Que je sache, la loi vaut pour plusieurs générations en même temps. Mais aussi bien la morale, à moins d'être très naïvement relativiste. On pourrait même imaginer que ce qui vaut puisse valoir pour toutes les générations. Après tout, il y a des philosophes qui l'ont pensé. Puisque précisément la morale n'appartiendrait pas à l'ordre du contingent. On pourrait citer Kant, parmi les, je crois, de loin le plus important à cet égard. Donc, toute génération aurait à transmettre une certaine forme d'éternité. Auquel cas, le pathos de l'écart entre générations commencerait à passer pour ce qu'il est, c'est-à-dire un épouvantable poncif. Mais enfin, à supposer même que ce qui est transmissible le soit pour toutes les générations. Après tout, s'il s'agissait de la vie, c'était bien aussi de cela qu'il s'agissait. S'il s'agissait du symbolique, ou si vous voulez, pour le dire en des termes moins strictement, disons, cogévo-lacaniens, s'il s'agissait du langage, de même. Donc, toute génération aurait à transmettre quelque chose qu'elle aurait reçu, mais il n'est pas assuré pour elle, et c'est là mon principal problème en fait, qu'elle puisse le transmettre comme elle l'a reçu. Transmettons ce qu'on a reçu comme, et j'insiste sur ce terme, on l'a reçu. En d'autres termes, n'y a-t-il pas déperdition dans la transmission? Ce que j'ai proposé d'appeler une forme d'entropie. En empruntant ce terme aux sciences de la nature, il s'agit de la dégradation de la qualité de l'énergie, mais en tentant de le transposer à un autre champ qui est celui des sciences humaines et sociales, comme on les appelle maintenant. Bon. L'entropie culturelle, cela existe-t-il? Je le crois. Et si cela existe, qu'est-ce? Porte-t-elle sur la capacité de réception? Je voudrais considérer la transmission non pas du côté exclusif du transmetteur ou des transmetteurs, mais du côté des récepteurs. Parce que s'il y a déperdition éventuelle dans le temps de ce qui est transmis, il faudrait porter son attention non pas seulement du côté des limites ou des fautes du transmetteur, qui alors va battre encore plus sa coulpe en se disant « Nous avons mal fait, qu'avons-nous raté ?» mais non exclusivement du côté du récepteur. Du récepteur, alors, il ne s'agit pas d'accabler les générations montantes, puisqu'après tout, nous avons tous été des récepteurs. Bien. Je braderai donc ma coulpe tout autant, s'il faut le faire. Un récepteur est-il toujours réceptif? N'est-ce pas une illusion de la part du transmetteur, et après tout, beaucoup ici le sont ou le seront, de croire que le récepteur auquel il s'adressera, singulier ou collectif, mais je dirais essentiellement singulier même dans le collectif, sera réceptif d'emblée, par nature, parce qu'il le veut tel. Non pas tellement pour se faciliter la tâche, mais par une sorte de pacte, de connivence, qui fasse que nous partagions ce qui est à transmettre. Si nous ne pensons pas pouvoir le partager, pourquoi voudrions-nous le transmettre? Mais ce récepteur, plus ou moins réceptif, ne l'est pas forcément par mauvaise volonté. Et c'est pas dans cette voie que je vais m'engager. Mais entre le transmetteur et le récepteur, c'est maintenant ce point que nous devons considérer. C'est le trajet, c'est l'intermédiaire. Si vous voulez, c'est la transmission, plus que le transmetteur et le récepteur, mais encore plus précisément, ce sont les conditions de la transmission.
Y a-t-il une entropie dans les conditions de la transmission? Qu'est-ce qui peut bien se dégrader? Alors, maintenant, je vous propose deux concepts qui seraient une façon de décliner plus précisément les modalités possibles de la transmission. Nous disposons à cet égard de deux termes au moins, qui se trouvent être des termes latins, mais que nous utilisons couramment en français. Celui de tradition. Et après tout, tradition, ça veut dire transmission en latin. Traditio. Bon. Traditio, c'est transmission. Mais dans le langage français contemporain, pas seulement français d'ailleurs, hein, voilà, si me référer à l'anglais, la tradition en est venue à désigner une modalité particulière de la transmission. Et il faudrait s'interroger sur ce point, parce que là, nous commençons à avoir quelque chose de plus aigu. Une des philosophes, dont je salue d'ailleurs l'entrée au programme des classes terminales, enfin, déjà depuis quelque temps quand même, Hannah Arendt, c'est celle qui a sans doute le mieux, ou une de celles qui ont le mieux réfléchi à la question, dans un recueil qui est traduit en français sous le titre « La crise de la culture », et qui est, je citerai en anglais sous le titre, l'original, hein, « Between Past and Future », de 1961. Du moins pour le recueil d'articles, parce qu'il y en a qui sont antérieurs. Donc, Hannah Arendt attire l'attention sur le fait qu'il y a une érosion de la tradition. Vous voyez l'article qui en français s'intitule « La crise de l'éducation ». C'est un des points où on commence à être dans la cible. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que l'érosion de la tradition, à vrai dire? Pourquoi y a-t-il une tradition? Si cela s'érode, cela veut dire que cela nous précède. Et que cela nous précède de façon immémoriale, parce qu'une tradition, même si elle est historique, n'a pas, dans sa propre trame, de reconnaissance de son émergence temporelle. Donc son historicité doit être, et c'est un point important pour notre sujet, nécessairement l'objet d'une amnésie. Il y a une amnésie de l'émergence pour qu'une tradition puisse s'instaurer. Pourquoi? Il faut qu'il y ait une autorité de la tradition. S'il y a une autorité forte de la tradition, la transmission n'est pas un problème. C'est un fait. Ce qui est traditionnel est transmis par soi, par le simple fait de la transmission. Parce qu'il y a une autorité, il y a des garants de cette transmission. Mais s'il y a érosion de la tradition, nous retrouvons le problème que j'ai introduit en introduction. L'anomie, la crise de la transmission, va évidemment très nettement de pair avec l'érosion de la tradition. Laissez-la s'éroder encore, et la transmission devient de plus en plus problématique. Ça pourrait presque être une loi si les sciences sociales en ont. Mais je crois qu'elles en ont. La transmission ne pourrait plus s'accomplir, si je suis Hannah Arendt, comme si tout était demeuré fixe. Comme si, comme elle le dit dans une phrase que je vais commenter, qui est assez frappante, comme s'il n'y avait pas d'usure du monde. Et derrière l'érosion de la tradition, je retrouve chez Hannah Arendt une thèse plus importante encore. Je cite, enfin je traduis, une citation anglaise, « Parce que le monde est fait par des mortels ». Hannah Arendt parle toujours le grec dans son anglais ou dans son allemand. Elle parle comme un grec. Donc, parce que le monde est fait par des mortels, il s'use. Étrange. Qu'est-ce que c'est que l'usure du monde? Nous ne sommes pas accoutumés à parler de cela. Seulement le problème, c'est de savoir ce qu'elle entend par monde. Elle n'entend pas par monde ce que la plupart du temps nous entendons par là. Il ne s'agit pas du monde naturel. Et parce qu'il change perpétuellement ceux qui l'habitent, il court le risque de devenir aussi mortel qu'eux. Je traduis toujours. Pour préserver le monde contre la mortalité de ceux qui le créent et de ses habitants, il faut constamment, alors l'anglais dit set right anew, le remettre d'aplomb, à nouveau. Ou le remettre d'équerre, parce que dire, comme pareil comme un charpentier,
ou le redresser, c'est ainsi qu'on l'a traduit en français, autant que je m'en souvienne, à nouveau. Il faut toujours redresser le monde des mortels, ce qui veut dire que la tradition ne suffit plus. Donc transmettre, c'est aussi redresser. Salutaire avertissement, mais pas toujours pris en compte. Hein? Ce qui veut dire que nous ne pouvons plus faire fond, si tant est que nous ayons jamais pu le faire, sur l'allant de soi de ce que nous transmettons. Ce que nous transmettons ne va pas de soi. Alors, faut-il dire ne va plus de soi? C'est peut-être ce que diraient les passéistes impénitents, dont je ne suis pas. Parce que, qu'est-ce qui nous assure que quoi que ce soit jamais allé de soi? Bon. Il y a une attitude qui consiste à être traditionnaliste. Essayons de la décrire. Qu'est-ce qu'un traditionnaliste? C'est quelqu'un qui, voyant la crise d'une tradition, parce que je ne crois pas que quand une tradition est vivante, on est à être traditionnaliste, cherche à tout prix à la maintenir dans son caractère le moins critique, en pensant par là, un peu comme le coyote qui poursuit le bip-bip sans jamais pouvoir l'atteindre, que la tradition se maintiendra si on la pousse à son plus grand degré de tension dans le maintien de ses formes présumées éternelles. Un traditionnaliste, donc, ne fait pas confiance à la tradition, et en particulier pas à sa capacité de survivre. D'où, évidemment, la tentation qu'il a de lui donner les caractères les moins susceptibles de se moderniser. Il la fige pour la sauver. Évidemment, en cela, il risque d'être extrêmement dupe de sa propre opération. La précarité du monde des mortels dont parle Hannah Arendt risque bien d'introduire une sorte d'abîme dans la transmission elle-même entre l'origine et la réception. Le transmetteur n'est pas assuré de la trajectoire de sa transmission. C'est comme si, lorsque vous accomplissez un pas, c'est le fameux paradoxe de Zénon d'Élée, entre le point où vous êtes et le point où vous voulez arriver, s'ouvrait un infini, sous vos pieds. Ça serait le paradoxe d'Hannah Arendt. La transmission risque fort d'être une illusion pour le transmetteur ou les transmetteurs, parce qu'ils ne sont pas attentifs au fait que leurs propres actions singulières, en tant qu'elles interagissent les unes avec les autres, ont un certain effet qui est qu'ils changent les conditions de la transmission à chaque fois. Le décalage devient alors, en quelque sorte, virtuellement infini. C'est un abîme qui s'ouvre sous nos pieds. Je vais aller un peu plus loin pour essayer d'évoquer, vous voyez, la genèse de cette entropie que j'introduisais tout à l'heure. Je ferai référence à un autre philosophe qui a d'ailleurs reconnu sa convergence, qui pourrait sembler surprenante à beaucoup, avec Hannah Arendt, à savoir Cornelius Castoriadis. Philosophe d'origine grecque, ayant vécu en France l'essentiel de sa vie et de sa carrière, philosophe et psychanalyste, je tiens à le rappeler, qui s'est interrogé à la toute fin de son existence et de son œuvre. Il est mort en 97, et je cite l'ouvrage de 96. La montée de l'insignifiance. Ce sont ses dernières réflexions. Évidemment, avoir achevé son œuvre là-dessus, ça veut dire quelque chose. Je cite donc Cornelius Castoriadis dans La montée de l'insignifiance, c'est la fin d'un grand ouvrage en plusieurs tomes, évoque un immense courant social historique qui fait que tout devient insignifiant. Alors,
qu'est-ce qu'il entend par l'adjectif? Insignifiant. Bon. Il faut lui donner un sens assez fort, hein. Castoriadis, rejoignant cela d'ailleurs, mais sans le dire, parce que là il n'est pas beaucoup, Guy Debord, bien avant, en 67, La Société du spectacle, hein, disait, cela veut dire que tout se vaut. C'est pas, ça ne veut pas dire, ou du moins pas essentiellement, rien n'a de sens, mais rien n'a de sens parce que tout se vaut. Dans l'ordre de ce qui vaut, il n'y a plus de distinction. Si vous voulez, ça veut dire indifférence des valeurs. Quelque chose comme ça. Bon. Alors, ce grand courant social historique, effectivement, un peu indéterminé, il faut le dire dans sa désignation, par Castoriadis, est au cœur de notre sujet. Le diagnostic de Castoriadis converge avec Hannah Arendt, mais il est plus redoutable que le sien. C'est-à-dire que presque 40 ans ont séparé ces deux diagnostics. Il s'agit maintenant de plus que d'un décalage dans la transmission. Il s'agit d'une possible décomposition des conditions de la transmission. Si tout devient indifférent, pourquoi nous soucions-nous encore de transmettre quoi que ce soit à qui que ce soit? Est-ce que, et les transmetteurs sont affectés tout autant que les récepteurs? Sommes-nous face à une anomie, comme disait Durkheim, cité précédemment, telle que nous soyons face à une sorte de nuit ou d'obscurité totale quant à ce qu'il s'agirait de transmettre? Nous errons dans la nuit? C'est ce que disait Debord à la fin. Alors, je ne suis pas sûr de me prêter à ce nocturne complet, hein, mais enfin, je voudrais quand même accorder quelque chose à Castoriadis. Castoriadis avait forgé le concept, il y a déjà longtemps, en 1900, un peu avant, dans les années 70-75, de monade psychique, que j'ai qualifié par un lapsus calami, mais certainement motivé comme un lapsus, dans mon texte de monade narcissique. Parce qu'il se trouve qu'elle l'est. Bon. Cette monade psychique, c'est le nouveau-né, dont Marie-Elisabeth parlait tout à l'heure, mais avec cette particularité qu'il est strictement réfractaire à toute réception. Et je m'interrogeais sur le récepteur réceptif, mais là maintenant, j'ai en quelque sorte son antithèse. Le récepteur réfractaire. Alors, si je suis Castoriadis, et là on avance un peu dans la question des conditions normatives de la transmission, mais aussi de ce que Kant appelle la discipline dans les réflexions sur l'éducation. Grand texte. Foucault reprendra d'ailleurs la question exactement avec son kantisme sous-estimé mais réel, hein, la question de la discipline dans ses dernières œuvres. La discipline, c'est un concept négatif, dit Kant. Hein, c'est ce qui permet à un récepteur d'être réceptif. Alors, négatif, entendons-nous, ça ne veut pas dire que cela ne doit pas s'exercer positivement sur le sujet. Mais négatif en ce sens qu'il faut créer les conditions de la réception, d'abord, avant que positivement, il n'y ait une transmission qui s'exerce. Le récepteur est tout sauf réceptif, dirait Castoriadis. Le récepteur putatif, présumé. Bon. Alors, le volontarisme que je décris sans vouloir frontalement le dénoncer, mais enfin, il y a des effets collatéraux, hein, c'est l'attitude qui consiste à faire fi de ce côté réfractaire d'un récepteur éventuel.
pour s'imaginer qu'il est d'emblée réceptif. Il faut le rendre réceptif pour qu'il soit récepteur. C'est ça la discipline, au sens kantien. Il faut donc, alors, cela dit, honorer à cet égard des précédents philosophiques, hein, ne fût-ce que Platon, le Platon des lois, qui a des réflexions intéressantes à ce sujet, et qui va d'ailleurs dans un sens très convergent, que Castoriadis d'ailleurs tenait à souligner, puisque le dernier Castoriadis était plutôt, si l'on peut dire, en proie à un grand retour à Platon. La transmission a ses exigences. Je viens de faire état de ces exigences négatives. Que faut-il rendre possible chez un individu, à l'état naissant, pour qu'il soit récepteur d'une transmission? Puisque, si je suis Castoriadis, mais je veux dire, Platon aurait très bien convenu à cet égard. Hein. Je ne vous cite pas sa description de l'enfant dans les lois, c'est un animal sauvage. Mais prenons maintenant la transmission comme tâche. À quelle norme optimale s'agit-il pour elle de se conformer? Que faut-il qu'elle fasse? Bon. Alors, Hannah Arendt nous a averti de quelque chose quand elle parle de la précarité du monde des mortels. Il y a, dans la situation contemporaine, une forte turbulence qui affecte la transmission, quelle qu'elle soit. Une constante turbulence qui va donc rendre l'existence d'une tradition éminemment problématique. Il faudrait qu'une transmission traditionnelle ce fût une transmission assurée de son exercice, ayant en quelque sorte rendu optimales ses conditions de transmission, parce qu'il n'y aurait pas de modification des conditions d'existence d'une génération à l'autre, ou du moins, si tant est qu'il y en ait toujours eu, du seul fait de la natalité qui fait couple avec la mortalité, dans cette phénoménologie, qui est celle d'Hannah Arendt, cette turbulence serait mise entre parenthèses dans une tradition. Peut-être pas effacée, mais suspendue, c'est le mot. Une tradition, c'est une transmission où on peut suspendre la turbulence, l'amoindrir, l'estomper, de telle sorte que ceux qui transmettent soient assurés de la réception des récepteurs. Ils n'auront pas affaire à des rebelles. Ils ont nécessairement affaire à ce que Hannah Arendt appelle la nouveauté qu'apporte tout individu lorsqu'il apparaît dans le monde, lorsqu'il naît. Bon. Cette nouveauté ne sera jamais annulée par aucune tradition. Mais s'il y a une tradition vivante, alors, sans neutraliser cette nouveauté, elle la rend compatible avec la transmission. Mais alors, à quelles conditions exactement? Puisque cela maintenant semble difficile pour nous. Cet Eldorado de la transmission qu'est la tradition semble, s'il a jamais existé, s'éloigner de nous. Eh bien, n'oublions pas ceci. Je tiens d'autant plus à le dire, étant donné la profession qui fut et qui est encore la mienne, être enseignant. Bien, justement, n'aurions-nous pas une sorte de déformation, je m'adresse à ceux qui le sont, hein, n'aurions-nous pas, ou à ceux qui pourraient l'être, ou à ceux qui savent qu'il y en a, une déformation professionnelle fâcheuse,
qui consisterait à croire que toute transmission s'exerce dans l'ordre de la conscience claire et que nous pouvons en maîtriser tous les chaînons, précisément parce que nous aurions réfléchi à toutes les étapes sur le mode du programme. J'ai prononcé ce terme fatalitas. Bon, mais précisément, je ne suis pas persuadé que la transmission se programme. Et s'agissant de la tradition, il est certain qu'elle ne le fait pas. Une transmission traditionnelle, ce n'est pas une transmission programmée. C'est une transmission transmise. C'est ça que veut dire tradition. Dans la tradition, tout est toujours transmis avec l'autorité de la transmission elle-même. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de fondateur. Et encore moins de programme. Le seul programme de la tradition, c'est de se transmettre. Comme la vie. Derrida disait, avec ironie, la vie est au programme. Et justement, le seul programme de la vie, c'est de se transmettre. En d'autres termes, sa finalité est dans sa transmission elle-même. Mais, s'il y a érosion de cette tradition, alors, apparaîtra-t-il de plus en plus d'intransmissibles? Ou bien faudra-t-il que nous réfléchissions? Après tout, la crise de la transmission, ça peut être aussi l'occasion d'une réflexion plus aiguë, d'une lucidité plus grande. C'est la vertu d'une crise. À ce qui nous échappe dans la transmission, précisément parce que cela ne relève pas du projet conscient. Et même dans l'enseignement, cela existe. Un rationalisme bien compris ne consiste pas à surestimer le pouvoir de la raison, mais plutôt non pas nécessairement à penser qu'elle va rencontrer de l'adversité irréductible, ce que je ne crois pas, mais à s'interroger sur les transactions qu'elle doit passer avec ce qu'elle rencontre et qui se transformera en adversité irréductible si elle n'a pas pris conscience de son existence. La transmission que j'appellerais informelle. Ce qui nous échappe de la transmission ou ce qui se fait de soi. Alors, il ne faut pas, je ne voudrais pas jeter une pierre dans l'étang lacanien, mais enfin, cela dit, il y a plusieurs Lacan, donc c'est pas le problème. Hein. Voilà, exactement. Donc, et puis je ne tardais pas à ce titre. Mais enfin, il peut y avoir il peut y avoir un fétichisme du langage. Il ne faut pas d'ailleurs que Lacan, lui, soit tombé dans ce panneau. Il peut y avoir un fétichisme du langage qui fasse que précisément nous réduisions la toute transmission à son existence ou à son activité. Dans le transmissible, il y a du non-langagier. Peut-être, alors, on parlait d'exemple, et je pense que c'est un concept très important. Bon. La transmission par l'exemple n'est pas une transmission par le seul langage. Bon. Quand les Grecs, auxquels ici il pourrait être prudent et en tout cas intéressant de se reporter, quand les Grecs s'attachaient à ce qui valait sur le plan éthique, dans l'ordre éthique. Prenons Aristote, par exemple. Tout, c'est lui qui a élucidé le concept d'éthique. Il disait bien qu'en fait, ce qu'il s'agissait de transmettre était d'abord transmis à partir de réalisation de la norme dans le singulier, c'est-à-dire des exemples, de grands exemples, de telle ou telle excellence éthique. La justice, par exemple. Bon, on transmet par les actes, et alors, éventuellement, on est un exemple. Il peut évidemment y avoir à partir de là des discours qui cherchent à élucider ce que l'exemple exemplifiait ou apportait avec lui. Mais enfin, il a bien fallu d'abord qu'il y ait l'acte. Au commencement, comme dit un grand Allemand, est l'acte.
comme dit le Faust de Goethe. Le transmissible, s'il est de l'ordre de la norme, ne passe pas seulement par le langage. Et je dirais, vous voyez, même si nous devons affronter par le langage les lacunes du langage, encore faut-il que nous commencions à penser que le volontarisme en la matière, puisqu'il va mettre l'accent sur le formel, sur le conscient et sur le discours, risque fort de s'égarer. Parce qu'il n'aura pas suffisamment fait attention à l'existence de l'entropie, qui en quelque sorte mine sous ses pas cela même qu'il cherche à faire. Il est en terrain glissant, friable, mais il ne s'en rend pas compte. Je vais donc m'acheminer vers 2 points avant de conclure. Je voudrais faire un parallèle entre 2 modalités de la transmission, qui se trouvent porter les 2 termes latins que j'évoquais tout à l'heure, traduction et transmission, puisque la traduction, c'est un des modes de la transmission. Bon. Alors, est-ce que ce parallèle va pouvoir nous aider? Alors, je citerai un autre grand Allemand sur ce point, un grand classique, Walter Benjamin. Dans un texte qui s'appelle La tâche du traducteur. Traduit, il y a une traduction qui est la sienne, mais je cite celle de Martin Broda. La tâche du traducteur consiste à trouver dans la langue dans laquelle on traduit l'intention à partir de laquelle l'écho de l'original est éveillé en elle. Alors, c'est un rapport de langue à langue, ici. Ce n'est pas un rapport d'esprit à esprit. D'autre part, le traducteur doit arriver à viser une certaine intention, un vouloir dire, ce serait plus juste pour traduire le terme de Benjamin, un meinen, un vouloir dire qu'il n'est pas assuré de déterminer, de trouver, mais qui est en quelque sorte ce qui aimante sa propre tâche. La traduction possède avec la transmission un certain caractère commun, le décalage, l'écart, éventuellement l'écart temporel, mais ce n'est pas nécessaire. Le décalage ou l'écart, si je tire les leçons de mon parallèle entre traduction et transmission, est moins important que la question de la réception elle-même. Un traducteur est un récepteur actif. Alors vous allez me dire, peut-être que ça fausse un peu le parallèle. Et si vous me le dites, j'en conviendrai. Bon. Mais je voudrais user de mon parallèle, en tout cas, pour m'interroger sur ce que c'est qu'être un récepteur possible d'une transmission. Qu'est-ce qu'il faut que le récepteur fasse? J'ai suivi Benjamin en parlant de la tâche du traducteur, mais je voudrais maintenant m'interroger, on pourrait écrire un article qui s'appellerait la tâche du récepteur. Le récepteur, quelle est son attitude par rapport à la transmission? L'attitude, alors entendons-nous, précisons la question, souhaitable, optimale peut-être faudrait-il dire. Ça va m'acheminer vers ma conclusion. Certainement pas le traditionnalisme, parce que le traditionnalisme c'est une impasse. Mais le traditionnalisme
qui actuellement est particulièrement actif et même virulent. Bon. Le traditionnalisme qui fige la transmission en voulant en quelque sorte lui redonner les traits informels, ce qu'on pourrait appeler, en citant Coiré commentant Bonald, il y a longtemps, l'évidence de l'autorité. Bon. Le traditionnalisme ne se recommande que de l'évidence de l'autorité. Et cela risque, en effet, cela est, je crois qu'il faut aller plus loin que cela risque, cela est une impasse. Bon. Mais l'attitude symétrique, quand il sera question dans le présent colloque, le refus de la transmission est tout autant une impasse. Et à vrai dire, je me demande, mais ça c'est une contribution à une discussion éventuelle plus tard, je me demande dans quelle mesure ces deux attitudes que je scris dans une symétrie, traditionnalisme et refus de la transmission, ne partagent pas un même concept de la tradition. Comme si le refus de la transmission était une attitude qu'on pourrait presque qualifier de puérile, voyant dans toute tradition une oppression éventuelle en tant que telle, à l'autorité de l'évidence, est-ce qu'on pourra mettre, en quelque sorte, par une antithèse peut-être un peu forcée, l'évidence de l'autorité en parallèle? Mais il faut se méfier de l'autorité de l'évidence si elle doit se retourner contre toute transmission. Qui est alors juge? Bon. Le sujet nous invite, me semble-t-il, à réfléchir sur le concept d'individu, en effet. Bon. Le récepteur réceptif ne serait ni traditionnaliste, ni réfractaire par principe. Parce qu'alors, il n'y a pas de réception éclairée. Je ne voudrais pas abuser du concept de réception critique, parce que le mot critique est lui-même sujet à multiples et même errantes interprétations, indéterminées. Bon. Mais enfin, si j'écarte ce que j'appellerais l'hypothèse nihiliste, qui semble bien être celle du dernier Castoriadis, et je ne lui envoie pas de pas à ce sujet. Donc, si je ne fais pas l'hypothèse nihiliste, si je ne dis pas, par une sorte de désespoir ultime, éventuel, que tout en est venu à se valoir, et si quelque chose vaut encore, alors j'ai à m'interroger sur ce qu'on attend du récepteur, qu'il sache discerner ce qui vaut dans ce qui est transmis. Mais comment? De quoi devra-t-il user pour cela? Eh bien, ressuscitons un terme dont on pourrait penser, étant donné tous les sarcasmes dont on l'a accablé, qu'il serait obsolète, la raison. Peut-être devrais-je dire, terme que je préfère, la rationalité. Même si maintenant je m'interroge sur le gain que l'on peut retirer du fait de substituer l'un à l'autre. Bon. Après tout, prenons le terme le plus ancien et qui vaut encore, la raison. Si je lui accorde le caractère critique, qu'après tout, une grande tradition philosophique lui accorde, ne serait-ce que la kantienne, un récepteur rationnel critique, qu'est-ce? Puisque c'est vers cela que je m'acheminais. Alors, ce n'est pas un individu qui serait devenu autosuffisant. Mais je n'hésiterai pas, pour ma part, à le qualifier d'autonome. Parce que si l'autonomie est un horizon,
ça n'en est pas moins un trait structurel de l'agent moral, si j'en crois Kant. L'autonomie, je dois bien, en quelque sorte, l'attribuer au sujet rationnel agissant. Oui, je ne vais pas attendre qu'il l'acquiert, parce qu'alors il ne l'aura jamais. Donc, un individu qui n'est pas autosuffisant, qui n'est pas détaché du passé, sous le seul prétexte qu'il serait apparu dans le monde, d'une singularité en quelque sorte ravageuse et hubristique, qui ferait de lui en quelque sorte le seul maître, la raison ne commande pas que l'on veuille être seul maître. Ce qu'elle commande, c'est qu'on reconnaisse la loi. Et pas seulement la loi morale. Bon. Mais aussi, me semble-t-il, celle de la vérité. J'ai d'ailleurs du mal à distinguer les deux, à les dissocier, plutôt. L'individu n'est pas nécessairement individualiste. Et il faut s'interroger sur ce que veut dire individualisme, à vrai dire. Ce mot peut être pris en mauvaise part, il m'arrive de le faire, si seulement nous pensons que l'individu ne doit rien, qu'il n'a pas de dette, qu'il est dégagé de toute dette. Alors, l'autonomie devient une sorte de caricature d'elle-même, parce qu'alors, il ne s'agit pas pour lui, comme le dit Kant, d'être à lui-même sa propre loi, mais il s'agit pour lui de faire la loi. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et qui n'est, je veux dire, la méprise vient du fait qu'on ne reconnaisse plus ce que c'est que la loi. Elle s'impose à lui en lui-même. C'est alors qu'il est autonome. Il la reconnaît en lui-même comme s'imposant à lui-même. Alors que l'individu qui voudrait faire la loi serait celui qui, n'ayant pas à s'interroger sur une loi s'imposant en lui-même à lui-même, pourrait faire la loi à tout autre. Seul maître de tout, précisément parce que son narcissisme aurait été poussé jusqu'au bout et qu'il ne reconnaîtrait plus de limites. En d'autres termes, l'individu qui fait la loi, c'est l'individu sans discipline, au sens que je disais tout à l'heure. Concluons. On a évoqué tout à l'heure, en passant, quelque chose d'important. C'est l'institution. Y a-t-il, dans l'anomie que l'on a discernée dans l'état actuel de la transmission, quelque chose comme une désinstitution? Oui, sans doute. Mais l'institution, alors attention à ne pas se méprendre également sur l'acception de ce concept. L'institution, ça n'est pas ce que l'on croit, c'est-à-dire quelque chose de parfaitement reconnaissable, comme une sorte d'instance de pouvoir que l'on rencontre comme une pure adversité, parce qu'elle vient fixer des limites à votre puissance d'agir. L'institution, je l'entends au sens le plus large, qui était celui de Durkheim, dans les règles de la méthode sociologique. C'est tout ce qui est transmis sans qu'on ait à s'interroger sur son origine et qui, en quelque sorte, donne un cadre à l'action des individus sans qu'ils aient toujours à ressaisir par eux-mêmes la raison d'être de cette activité. C'est pourquoi le langage est une institution, au sens où il l'entend, ou la monnaie, ou la parenté. C'est le sens élargi de l'institution qui va bien au-delà de ce que la langue contemporaine entend par là. Bon. S'il y a des institutions, il faudrait voir quelle serait la portée de cette hypothèse. Mais s'il y en a, alors la transmission est en effet en crise.
parce qu'elle ne peut plus faire fond sur cet allant de soi qui n'est pas seulement celui de la tradition, comme le croient les traditionalistes, ou leurs adversaires. C'est pourquoi je parlais de puérilité à propos de leurs éventuels adversaires. Parce que il faudrait que l'individu contemporain soit juge de tout ce qui est transmis à partir de sa seule singularité toute puissante. Il faudrait que chacun de nous fût juge de ce qu'il peut recevoir, mais sur quoi fondera-t-il son discernement? La désinstitution, c'est une sorte de, alors faut-il dire, de puérilité montante, qui rendrait alors une crise de puérilité montante, qui rendrait la transmission si problématique. Je conclus. Que serait être un partisan des Lumières dans l'analyse de cette crise de la transmission? Un partisan des Lumières est un partisan de l'émancipation. Il faut bien en convenir. Je me référerai ici à au célèbre texte de Kant, « Qu'est-ce que les Lumières ?» repris par Foucault en particulier et bien d'autres. Bon. Mais un partisan des Lumières ne conclura pas au nécessaire refus de toute transmission. Il ne se jugera pas émancipé de cette façon-là. L'émancipation et la réception ne sont pas antinomiques. Ce qui serait antinomique, ce serait peut-être le traditionnalisme et l'émancipation, ou bien le refus de toute transmission et l'émancipation. On ne s'émancipe pas dans le vide de toute réception. Je conviens que la tâche de récepteur éclairé est une tâche redoutable, et je conclus par une question, qui ne sera pas une pirouette. Que serait transmettre l'apprentissage d'une réception éclairée? Est-ce que les transmetteurs auront été assez éclairés pour cela? Je vous remercie. Un tout grand merci là, à Alain Petit. On commence vraiment sur les chapeaux de roue, hein, ce colloque-là, avec les interventions de ce matin. Alors, voilà, je réagirai simplement, et de façon évidemment trop caricaturale, à ce qu'a amené Alain Petit, que je trouve extrêmement riche, et voilà, qui nous permet vraiment d'essayer de penser cette question de la transmission. Ben, il se fait que hier, en venant ici à Clermont-Ferrand, dans le train, le trajet en train est quand même assez long, et puis il y a souvent des problèmes, le train s'arrête souvent en race campagne. Ouais, ça m'est arrivé pendant 6 heures une fois. Oui, oui, d'accord. Bah, heureusement, j'avais pris un livre avec moi. Sage précaution. Oui, et un très bon livre. Un très bon livre. Le séminaire 11? Non, pas du tout. J'avais pris, je vais vous le dire directement, parce que ça rejoint votre questionnement. J'avais pris un petit livre facile à lire, mais qui est un livre extrêmement intéressant. C'est un livre qui s'intitule La nostalgie de Barbara Cassin. Alors, voilà, il se fait que justement, elle interroge ce qu'il en est de la nostalgie, qu'est-ce que ça veut dire exactement que la nostalgie. Elle l'interroge à travers la tradition grecque, à travers évidemment l'Odyssée, c'est tout grand écrit. Je vais pas rentrer dans le texte. Et puis elle l'interroge à travers l'Énéide, parce que là on a deux types de nostalgie radicalement différentes, la nostalgie grecque, la nostalgie latine. Et puis, dans une troisième partie de ce livre, elle l'interroge à partir de son expérience à elle, son expérience d'Allemande, juive, émigrée. Et voilà, ce sur quoi elle va s'arrêter, c'est sur puisqu'elle s'interroge au fond sur mais qu'est-ce que c'est que d'être chez soi? Et sa conclusion, c'est un peu comme Hannah Arendt, on ne peut être chez soi que dans la langue, dans sa langue maternelle.
Hein. Alors, bon, il faut s'entendre sur ce que veut dire langue maternelle, hein, donc c'est pas aussi simple que... Voilà, mais son questionnement rejoint votre questionnement à travers Hannah Arendt. Oui, hein. ouais. D'autant qu'elle est une des traductrices historiques d'Hannah Arendt. Oui, bien sûr. Non, et à travers aussi cette question, évidemment, des intraduisibles. Hein, le dictionnaire des intraduisibles, c'est une question que je reprendrai là. Je me permettrai de reprendre... Je suis toujours interrogé sur ce titre, parce qu'en fait, c'est un... Comment dire... je crois que c'est un oxymore qui est un peu comme une sorte de... Comment dire... volontairement provocateur, en quelque sorte. Parce qu'en fait, les protagonistes, en particulier elle, Barbara, n'ont jamais voulu dire qu'il y avait de l'intraduisible. Si, il y en a, mais la façon dont elle va le définir, c'est ce qui ne cesse de se traduire. Ah oui. Ou de ne pas se traduire. Oui. Ah, voilà. Ça c'est autre chose. Oui, mais le ne pas est mis entre parenthèses. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui. Voilà. Mais l'intraduisible et l'intransmissible sont des concepts proches. Oui, absolument. Vous avez raison. Absolument. Ça irait dans le sens du parallèle, c'est vrai. Absolument. C'est vrai. Et alors, une dernière, parce que je vais laisser la parole à la salle. Mais une dernière petite boutade que je voudrais vous livrer, hein, mais justement qui tient à une femme comme Barbara Cassin, bon, et au-delà d'elle, Hannah Arendt, et voilà, et par exemple quelqu'un d'autre comme Delphine Orwiller, qui d'une certaine façon nous disent on ne peut être fidèle qu'en étant infidèle. Et ça c'est fondamental. L'infidélité nécessaire pour être fidèle. Je pense que ça rejoint peut-être votre question. Oui, enfin, moi, ce serait une façon de la reprendre. Oui. Nous ne devons pas trop nous étonner que les générations qui nous suivent nous soient infidèles. Heureusement qu'elles nous soient infidèles. Sinon, heureusement, c'est ça ce qui fait qu'une profession... Qu'est-ce que je je fais moi-même Je veux dire, je vois pas pourquoi devrais-je préconiser à des générations plus jeunes un devoir de fidélité auquel je ne me suis pas conformé moi-même. Serais-je devenu en quelque sorte traditionnaliste sur le tard et devrais-je leur imposer une tâche qui en quelque sorte ne serait pas imposée à moi? Ça, c'est ce que j'ai récusé d'emblée. Disons qu'une transmission, c'est une tâche commune à des générations différentes, sans que le poids le plus lourd doive porter sur les plus jeunes. Parce qu'à ce moment-là, c'est une transmission de la dette, mais qui en quelque sorte pèserait de plus en plus lourd. Hélas, ce n'est pas purement métaphorique.